Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans détour avec Cédric de Kayser. Cédric, alors la passion de Cédric, c'est la blanchisserie. Il a 2 sociétés et un pressing. Il fait de la blanchisserie industrielle. Donc il récupère des vêtements dans les grandes entreprises qu'il nettoie et qu'il rend du côté de Fontenay-le-Comte. Et puis il fait ça également, il a une blanchisserie à Fontenay proprement dit. Je dis que c'est une passion parce que c'est pas un vain mot pour cet artisan, membre de la CPME, à ce titre-là notamment. Hein, il est à la Chambre des métiers et de l'artisanat élu et il est très impliqué à l'international dans son domaine. On a dit ça ? Ben, on n'a rien dit parce que je vais vous inviter à découvrir Cédric, sa profondeur, sa simplicité et sa gentillesse. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on part de la chaise Le Vicomte où on est et on se rend du côté de Moulins-Papon. Mais vous savez, le Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon, c'est un grand lac. On va aller tout au fond, là où c'est plus intime, là où quelques affluents, il y a Lyon notamment, et d'autres petits ruissons se jettent dans Moulins-Papon. D'abord parce que c'est beau, ensuite parce que ça lave la tête, vous avez vu le rapport, et enfin parce qu'il y a quelque chose de spirituel chez Cédric, vous allez le découvrir. Salut Cédric. Salut Hervé. Il pleut et en même temps on est là pour se laver la tête. En effet, ça passe bien. Je peux filer la métaphore comme ça toute la journée, hein, sur la toilette, sur le nettoyage, etc. Tu vois, regarde. Écoute, on va passer à travers les gouttes. On lance l'émission pour que ça s'arrête. Bon, viens vite en voiture. Hein, on va faire ça simplement. On va se raconter toute notre vie dans la voiture. J'ai déjà commencé. On y va par là. C'est joli, tu connais un peu la chaise de Vicomte ? Non, très peu en fait. C'est vrai ? Ouais, c'est vraiment une des premières fois choses que vous me promenez. Une petite rue là. Je sais que c'est un endroit que j'avais prévu de venir voir un jour. C'est vrai ? Ça tombe bien de ça. Eh ben reviens, parce que regarde, bon, même si le temps n'est pas au rendez-vous, voilà. De Kayser, c'est quelle origine ? Alors, ça remonte sur la Belgique, mais mon père est d'origine... enfin, mes grands-parents sont d'origine belge, on va dire. D'accord. Mais après, si on remonte un peu plus loin, ça vient d'Allemagne principalement, en effet. Mais qu'est-ce que tu fais à Fontenay-le-Comte ? Alors en fait, Fontenay-le-Comte, initialement, c'était par l'intermédiaire de l'entreprise pour laquelle je travaillais, Kayser, qui fabriquait du contreplaqué, qui avait une usine en Normandie pour laquelle je travaillais, et une usine également à Fontenay-le-Comte et à Épernay. Comment tu as découvert la blanchisserie ? Alors en fait, pour mon premier voyage... Parce que c'était pas ton job, hein ? Absolument pas, j'étais directeur informatique et la première fois que j'ai eu à intervenir à Fontenay pour travailler, j'ai fait l'erreur de prendre des chemises qui étaient sales. Donc en fait, le premier endroit que j'ai découvert à Fontenay, avant même l'usine pour laquelle je travaillais, c'était le pressing. D'accord. Et donc au fur et à mesure, j'ai migré de plus en plus et j'ai habité de plus en plus sur Fontenay. Ouais. Et donc c'était le pressing où je déposais mes affaires régulièrement. Okay. Et au moment où Pliserol a déposé le bilan pour la 3e fois, j'ai décidé que j'allais créer mon entreprise. Je ne savais pas trop quoi, pour être honnête. Je cherchais un peu et finalement, je me suis entraîné à préparer un business plan en faisant celui du pressing. Ouais. Et à la fin, je l'ai relu et quand je l'ai relu, je me suis dit, bon, en fait, c'est exactement c'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie de faire, puisque les points forts de l'équipe qui était en place étaient les points sur lesquels je ne connaissais absolument rien. Et les améliorations étaient plutôt mes points forts. Donc en fait, on se complétait très très bien. Et donc, c'est le pressing que tu as racheté ? Et c'est le pressing que j'ai racheté. Tu es allé les voir et tu leur as dit, j'ai fait un truc ? Exactement. Ça m'intéresse. J'avais demandé les bilans avant pour préparer le business plan, histoire vraiment de le faire de manière très déconnectée. Et finalement, j'aurais fait la proposition de racheter il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et et du pressing jusqu'à C2K et puis Igitex. Exactement. Igitex, c'est la dernière création il y a 3 ans, où là on s'est axé plus sur la partie vêtements de travail et tout ce qui est linge d'hôtellerie, de résidence d'été et de camping. Donc en fait là on est vraiment plus orienté sur les professionnels, là où sur la partie pressing on est très orienté sur les particuliers. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans ? Moi j'ai dit que tu étais un pédagogue, on va en reparler, mais surtout que c'est ta passion quoi. C'est passionnant pour toi ? Pour moi c'est hyper passionnant, mais ce que j'aime en fait, c'est qu'en fait l'entretien du textile est un très vieux métier qui aujourd'hui est clairement en difficulté. Pour être très clair, en 2000 on avait 10 000 pressings en France. Avant Covid on était 3000 et là on est plutôt proche des 2500. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils plus personne ne porte de costume.
apparemment. Et même les repas Noël, c'est nappe en papier, ça gêne personne. Donc l'évolution des mœurs fait qu'en effet les gens s'habillent différemment et ont moins besoin du pressing. Ça commence à revenir, puisqu'en fait on parle de plus en plus aussi de vêtements de seconde main, où les gens récupèrent d'autres vêtements et en fait nous typiquement notre particularité c'est de pouvoir reprendre un manteau de bonne qualité qui a été acheté de seconde main et de lui redonner une jeunesse complète et de le préserver le plus longtemps possible. C'est chouette. N'importe quel vêtement tiendra beaucoup plus longtemps s'il est lavé en pressing que s'il est lavé à la maison. Donc c'est là où nous en fait on a une valeur écologique dans l'histoire. Mais ça se sait pas. C'est pour ça que j'essaie d'en parler le maximum. Mais en fait, tu es une entreprise d'avenir. Exactement. Qui répond aux enjeux écologiques et de développement durable. Le pressing, initialement, était un métier où, en effet, on utilisait des produits qui étaient potentiellement cancérigènes et vraiment mauvais. Il y a des évolutions qui ont été faites. J'aimais bien ces odeurs quand j'étais gamin. Alors, c'est l'odeur typique de pressing dont on parlait, et aujourd'hui, qui n'existe plus, puisque ces produits étaient vraiment problématiques. Et maintenant, on a des techniques beaucoup plus poussées, beaucoup plus élaborées. On consomme beaucoup moins d'eau, avec des produits qui sont beaucoup moins nocifs pour la planète et pour l'environnement. Donc, c'est vraiment... il y a vraiment un métier d'avenir à ce niveau-là. Et en fait, quand nos clients nous apportent des vêtements, nous on voit plus le fait qu'on s'occupe d'une tranche de vie pour eux. C'est-à-dire qu'on a tous un vêtement particulier dans lequel on se met bien parce qu'on a un souvenir avec ce vêtement. Ce costume pour moi il a une valeur spécifique. Celui-là ? Ouais, celui-là tout à fait. Ouais. Donc quand je le fais nettoyer, je confie une part de mon âme dans l'histoire. Oui. On a aussi des personnes qui sont des personnes âgées qui sont en EHPAD. C'est la dernière chose qui leur amène à leur vie d'avant. Donc en fait, on s'occupe plus de cette part d'âme que simplement nettoyer un simple textile. Je suis obligé de te demander, qu'est-ce qu'il a de spécial ce costume ? C'est juste que c'est un premier costume que j'ai porté avec un moment qui était important pour moi. Et en fait, j'ai fait aussi le choix il y a quelques années de profiter d'une opération qui m'a fait perdre pas mal de poids. Et j'ai pu profiter pour la première fois de porter un costume 3 pièces avec celui-ci. Je suis content que tu ailles sur des essentiels directement parce que je vais y aller. Moi, j'ai dit que tu étais un homme spirituel. Parce que je le pense, on se connaît pas bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui te met en distance de toi-même pour rejoindre les autres et qui est important chez toi. C'est ça que je mets derrière le vocable spirituel. Ça te correspond ? Tu es d'accord avec moi ? Ouais, ça me parle très bien. Ça me va très bien. Ça me oui. Alors, tu as été malade. J'en parle tout de suite. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as été malade. Qu'est-ce que cette épreuve difficile... Tu es en rémission là aujourd'hui ? Je suis en rémission, tout à fait. Qu'est-ce que cette épreuve difficile t'a appris sur toi ? Alors ça m'a appris que ça n'a pas été une épreuve du tout en fait. D'accord. Donc on m'a diagnostiqué une leucémie au mois de mai 2022. Une leucémie aiguë de la moelle osseuse qui faisait que si j'étais arrivé une semaine plus tard, c'était une semaine trop tard. Et cette maladie est dure. On passe beaucoup de temps en chambre stérile, donc avec peu de monde autour de nous, avec des effets secondaires qui sont assez violents et qui 3 fois ont failli être définitifs pour moi. Mais aujourd'hui, j'en suis sorti en vie, en pleine forme. Et j'ai eu en fait, je l'ai pris comme une opportunité puisque j'ai eu finalement la chance de prendre 6 mois pour moi et pour rien d'autre. Je pense que quand on est dans la vie de tous les jours, ou même quand on est tout seul à la maison, on se ment un peu, on se fait un peu d'esbrouf sur certaines choses qu'on estime être capable de faire, etc. Quand on est enfermé dans une chambre de 12 mètres carrés, avec pour une compagnie un pot de chambre pour éviter les bactéries, habillé en chemise de malade avec des tongs en plastique et un visage vraiment très marqué, on ne se fait plus d'esbrouf. On ne se ment plus du tout. Et là, ça m'a permis à ce moment-là de rencontrer le vrai Cédric. Et de discuter avec lui et de passer du temps avec lui. Et jamais j'aurais fait ça en temps normal, jamais je n'aurais pris le temps de le faire. Donc aujourd'hui, à aucun moment je n'ai besoin de faire d'esbrouf, de mentir, d'essayer de tordre les choses, de parler différemment. Aujourd'hui, soyons très clairs, soit on m'accepte comme je le suis, soit c'est pas grave. Et finalement, voilà, ça me permet d'être beaucoup plus naturel et d'avoir les gens qui s'intéressent à moi pour des choses beaucoup plus importantes. D'accord, je comprends très bien. Qu'est-ce que ça t'a appris aussi sur le fonctionnement de ton entreprise ? C'est que tu n'étais pas indispensable ? Alors c'est qu'en fait, j'ai toujours dit depuis des années que les ressources
les plus importants dans l'entreprise sont les personnes. Je suis dans un métier artisanal. Oui. L'artisanat, ça veut dire que ce sont des personnes qui apportent la valeur ajoutée. J'avais une collaboratrice en qui je croyais depuis des années, en me disant qu'elle allait faire des choses parfaites et à qui je comptais confier au fur et à mesure le pressing, puisque je prenais de plus en plus de temps sur la partie blanchisserie. Oui. Et ça devait se faire en douceur. Et finalement, je l'ai appelée de l'hôpital en lui disant écoutez, maintenant c'est vous les responsables, je reste joignable uniquement pour vous. Et elle a été exceptionnelle. Et Linda est aujourd'hui la personne sur laquelle je me pose. Linda, oui. Je me repose sur elle totalement. C'est mon rock, c'est mon pilier sur le pressing. On écoute la Tosca de Puccini. C'est super beau. J'adore. Je t'écoute. Pourquoi ? Dis-moi. La musique classique, pour moi, ça a toujours été très important. J'aime beaucoup les Handel, Beethoven, Tchaïkovski, Rachmaninov, etc. J'aime aussi beaucoup cette musique plus religieuse. On va avoir les Pergolesi, Stabat Mater, qui est un morceau que j'adore. Ou Petite Messe solennelle de Rossini. C'est vraiment des morceaux magnifiques. Bien sûr. Après, je suis vraiment axé sur la partie des opéras italiens. D'accord. Donc que ça soit Puccini ou vraiment des musiques très globales. Et je trouve un peu dommage aujourd'hui qu'on ait cette version de la musique classique comme étant une musique élitiste. Quand on regarde le 5e élément de Luc Besson, on trouve magnifique la cantatrice, ce qu'elle chante. Bien sûr. Ce morceau... La comédienne Maïwenn. Tout à fait. Ce morceau est un vrai opéra de Donizetti. Ouais. Si je parle de cet opéra en allant le voir à l'Opéra de Paris, ça fait très élitiste. Le voir dans un film de Luc Besson, c'est super beau. D'accord. Donc je trouve dommage en effet que de temps en temps on ait ça. Et ça fait partie pour moi des alertes que je peux avoir sur Internet, qui fait que si je reçois alerte maintenant en disant qu'il y a Casse-Noisette de Tchaïkovski qui passe à la Scala de Milan, je réserve mon billet tout de suite. Très bien. Et alors, comme je voulais qu'on soit dans le ressourcement et dans la simplicité, je me suis dit je vais t'amener au bord de l'eau. Alors je t'amène à Moulins-Papon, mais je t'amène pas à Moulins-Papon, au Moulins-Papon qu'on connaît bien. Oui. Je t'amène de l'autre côté, là où les ruisseaux et les lions descendent et tombent dedans. Okay. Parce que je trouve ça joli, beau, et ça va nous permettre de continuer dans cette belle profondeur. Ça te va ? Ça me va très très bien, ça me paraît bien. On y va. Bienvenue donc à Moulins-Papon, mais en fait tu connais bien. Je connais assez bien en fait, oui. Je viens courir assez régulièrement ici. Ouais. Et faire le tour du lac et prendre un peu de temps le week-end pour courir. Alors tu m'as dit un truc important, tu m'as dit que tu t'étais promis que tu allais faire un marathon. J'ai fait ce choix-là, en effet, quand j'ai lancé le traitement contre l'obésité il y a 4 ans maintenant. Oui. Je me suis dit qu'il fallait fixer un objectif. Je marche beaucoup avec l'objectif et au challenge. Donc je me suis dit, le challenge ultime pour ça, c'est de faire un marathon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais maintenant, je me suis engagé. Beaucoup de monde le sait, donc j'ai plus le choix. Et j'ai même décidé que toute personne qui m'accompagnait dans le traitement de l'obésité, que ce soit l'équipe médicale ou mes proches qui m'ont aidé, j'ai à chaque fois noté le prénom de la personne et je me ferai un t-shirt ce jour-là pour faire le marathon avec le prénom de toutes les personnes dessus. Ah, tu mettras le mien. Le tien sera dessus. Parlé. Le tien est déjà dessus parce qu'on a déjà parlé une fois en fait. Ouais, je me souviens. Donc on a déjà parlé, donc tu es déjà dessus. Ouais. Ah, merci, super. J'attends ça avec impatience. Faudra qu'on suive ça. Alors, évidemment, on est obligé d'en parler un petit peu de l'obésité. Ouais. On en a déjà parlé en fait dans la voiture. Quand tu t'es révélé à toi-même, quand tu as commencé à enlever des couches, quand tu as commencé un traitement contre l'obésité. Oui, tout à fait. Oui. Avant, on était comment ? Comment tu expliques que tu as été carrément au surpoids ? Ça, on n'a jamais vraiment su. Sur le traitement de l'obésité, il y a vraiment un gros travail qui est fait en amont avec diététicienne, parce que c'est vraiment à réapprendre à manger correctement, et un gros travail avec psychanalyste. Et j'ai une analyste qui est géniale, avec qui on a beaucoup parlé. Mais finalement, essayer de comprendre pourquoi ça arrivait à un moment, c'est pas le plus intéressant. Ce qui est important, c'est de se dire maintenant comment je peux vraiment être bien
dans ma peau, bien dans mon corps, pour aller mieux et aller dans un sens où je n'ai plus besoin de me jeter sur de la bouffe et de la mauvaise façon ou de prendre en très grande quantité, ce qui moi était mon problème. C'est réglé, c'est un problème qui est réglé. Alors c'est jamais vraiment réglé, et même si aujourd'hui je faisais 80 kg, je resterais un obèse qui fait 80 kg, puisqu'en fait c'est une addiction, comme beaucoup d'addictions, et malheureusement les addictions c'est très difficile à traiter, donc on n'est jamais à l'abri de replonger. Et c'est même une crainte que j'ai pu avoir moi au moment de la maladie, puisque la maladie m'avait fait revenir sur des choses qui étaient basiques pour me recentrer, et j'avais eu la crainte à ce moment-là de vraiment retomber dans... Tout à fait. Encore une fois, j'imaginais que la première fois qu'on m'a parlé d'aller voir une psychologue, une psychanalyste, je me suis dit ça va, je suis pas fou quoi, c'est bon. Mais quelle erreur! Et je trouve aujourd'hui qu'un monde parfait serait le fait que chaque année, on a le droit à 1 ou 2 heures d'aller voir une psychanalyste, tous, y compris quand on estime aller très bien, parce qu'on a trouvé la bonne personne, bien entendu, parce que c'est le moment, en fait, on se recentre sur soi, on parle plus boulot, on pense plus à rien. Quand je viens me promener ici, il y a forcément un moment où je pense à plein d'autres choses, et je suis pas qu'avec moi-même. Quand je vois des personnes comme ça, c'est des personnes qui vont vraiment me titiller, me pousser dans mes retranchements pour aller rencontrer le vrai Cédric profond. Cédric. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à résoudre certains problèmes et qu'on peut après aller mieux et ne plus avoir besoin de ces addictions. Bien sûr. On va continuer. On va parler de transmission, mais en fait, on est toujours dans ce droit fil, en fait, de l'accès à la vérité qui t'est précieuse. Tu es très impliqué, alors, à l'international dans ton métier pour participer au développement de la profession, mais tu es très impliqué au local, dans des établissements scolaires, pour partager cette passion de l'artisanat, de la blanchisserie. Exactement, en fait, aujourd'hui on a tous l'image de notre métier comme étant, pour faire simple, et c'est très dévalorisant, mais maman qui va repasser à la maison en regardant les feux de l'amour. Et c'est absolument pas intéressant tel qu'on le voit comme ça. Or notre métier ce n'est pas du tout ça, et on fait des choses magnifiques. Et quand je viens moi expliquer à des jeunes, que je discute avec le directeur technique de chez Yves Saint Laurent pour parler des vêtements qu'il a, et d'intégrer dans sa production le nettoyage des vêtements pour s'assurer que ça marche bien, quand j'explique qu'on nettoie le suite de Orelsan, je ne sais pas qui c'est, mais apparemment c'est quelqu'un que les jeunes connaissent. Forcément, ça donne une idée totalement différente. Donc, et ce que j'aime surtout aussi avec les jeunes, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec des adultes qui sont des très bons pour sortir des oui mais. Et pour chaque problème, au lieu de trouver une solution, vont chercher une excuse. J'ai eu le plaisir de travailler avec des jeunes apprentis qui, eux, sont tellement en recherche de tout, qui sont totalement ouverts. Donc de ce fait-là, ils sont prêts à tout. La fougue de la jeunesse. C'est exactement ça. J'ai le souvenir, pendant le concours meilleur apprenti de France départemental l'année dernière, d'un jeune électricien qui se blesse avec un tournevis. Et alors que des adultes auraient dit il me faut un peu plus de temps, etc. Lui, il tendait le doigt aux personnes qui le soignaient, et pendant ce temps-là, il tenait avec son tournevis et il continuait à travailler parce qu'il avait l'envie vraiment de réussir son concours. Donc c'est cette fougue que j'aime, cette envie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait quelque part les jours où moi je suis un peu plus dans le dur, où c'est un peu compliqué, je me laisse un peu submerger par mes problèmes de boulot, etc. De temps en temps, je vais au lycée. Je ressors de là, mais avec un sourire phénoménal, avec une banane. Il me redonne la pêche, c'est super. Je veux bien croire. Et donc, c'est ce week-end les meilleurs apprentis de France, c'est ça ? Alors, c'est le 7 avril, donc dimanche, où en fait le concours départemental se déroule pour la première fois à Fontenay-le-Comte. Donc, on a 300 jeunes qui viennent. Alors, certains ont déjà préparé leur chef-d'œuvre. Je pense par exemple aux peintres, etc., qui ont déjà préparé tout ça depuis quelques mois. On a aussi d'autres métiers comme le pressing, particulièrement, où là, il faut du matériel. Donc, ça s'est déjà déroulé en lycée, mais par contre on va avoir là des jeunes qui vont venir pour concourir le jour même. Donc on a les électriciens, électroniciens, on va avoir les fleuristes, les esthéticiennes, les coiffeuses qui vont venir et qui vont faire leur concours le jour même. Et toi ça te booste? C'est génial. En tant qu'élu, parce que oui, on a dit que tu étais élu en chambre d'agriculture. On a 10 secondes. Chambre des métiers. Alors chambre des métiers. N'importe quoi. On a 10 secondes pour parler. Tu prends ta voiture et tu vas dans une abbaye de temps en temps ?
Paraît-il. On n'a pas le temps d'en parler. Mais juste en 10 secondes. C'est ma bulle. Tu prends ta voiture et hop. C'est ma bulle. Tu files à Fontevraud. Je vais à l'abbaye de Fontevraud, j'y étais il y a 15 jours. C'est l'endroit où je me ressource totalement, je laisse tous mes problèmes à l'extérieur, j'arrive là, j'écoute ma musique classique, du Pergolesi ou la petite Marseillaise de Rossini dans le cloître de l'abbaye. C'est dingue. C'est absolument magique. C'est ressourçant, il n'y a plus aucun problème quand je sors de là. J'arrive là-bas avec un problème que je dois résoudre, je laisse sur un papier sur mon siège passager, je n'y pense pas, je vais dans l'abbaye, je passe 2 heures dans l'abbaye, je ressors, je prends le papier, je trouve la solution instantanément. C'est beau. Me vide complètement. C'est beau. Merci beaucoup Cédric, ça me fait plaisir. Vraiment plaisir de t'avoir eu dans cette émission. On se retrouve dans 15 jours. Je vous avais dit qu'il était spirituel pour un nouveau numéro de Sans Détour. D'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, à dans 15 jours. Salut. Merci à vous.